Bonjour, merci de répondre. La salle est à fond. Vous avez assisté juste avant celle-ci à une conférence sur la qualité de vie au travail. On va envisager cette qualité de vie au travail sous un angle un peu différent. On va s'intéresser aux nouvelles formes du travail, aux plateformes qui changent la donne de l'emploi. Et pour en parler, nous avons un très très beau plateau. Je vais commencer de ma gauche à ma droite, enfin l'inverse pour vous. C'est ça, oui. Je ne suis pas latéralisée. Olivia Montel, vous êtes chargée d'études économiques à la DARES, le service des statistiques du ministère du Travail. Vous serez la première à prendre la parole. Le format, ce sera 3 présentations de 10 minutes, un quart d'heure chacune. Et après ça, vous aurez un quart d'heure pour poser vos questions, être constructif, critique si vous le souhaitez, mais très aimable. Et voilà. À côté de vous, Damien Babet, vous êtes un statisticien, vous êtes concepteur d'enquête, chargé d'études à la division emploi et à la direction des statistiques de l'INSEE, l'Institut national des statistiques. Enfin, et donc avec vous, on va quantifier le travail à l'aune de ces nouvelles plateformes qui agrègent l'emploi. Donc on aura un panorama un peu chiffré de ce que ça représente vraiment pour savoir de quoi on parle. Enfin, à côté de vous, nous avons Bernard Gazier, qui est économiste, chercheur à l'université Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, qui a passé une nuit courte puisqu'il était avec Emmanuel Macron hier soir. Il faut lui pardonner d'être grognon, il m'a dit ça en aparté. Et avec lui, nous ouvrirons cette perspective de la fragmentation du travail qu'on observe aujourd'hui avec les plateformes, mais qui n'est ni un fait nouveau, ni un fait fini, si j'ai bien compris ce dont nous allons parler. Nous allons donc commencer avec vous, Olivia Montel. Et vous allez vous livrer à une sorte d'exercice de typologie de la plateforme. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'ubérisation, de disruption du travail? Et de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ces plateformes? Ça recouvre des réalités assez différentes. Et ce que vous nous proposez, vous, c'est un tour d'horizon du travail vu du point de vue de ces plateformes. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'économie des plateformes. Et je vais essayer de définir un peu mieux ce que c'est que cette économie des plateformes. Parce que, donc, surtout lorsqu'on vit dans une grande ville, tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'une plateforme. C'est devenu très commun de commander un Uber, de partir en vacances en covoiturage, de vendre ses articles de puériculture sur le Bon Coin. Donc, tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. Et pourtant, lorsqu'on discute avec les économistes, on s'aperçoit que c'est une réalité qui est difficile à conceptualiser. Et donc ça, on le voit déjà avec la pluralité des termes qui circulent. Donc c'est une terminologie assez floue. Donc on parle d'ubérisation, on parle d'économie du partage, on parle de la peer-to-peer économie, on parle du crowdworking, de la gig economy, donc littéralement l'économie des petits boulots. On a beaucoup parlé aussi à un moment d'économie collaborative, de jobbing. Donc ces termes se succèdent, coexistent, sans qu'on sache vraiment de quoi il s'agit. Et surtout, ce qui est frappant, c'est que la connotation est très différente. Donc il y en a dont la connotation est assez négative. Lorsqu'on parle d'ubérisation, on pense rarement à quelque chose de positif, on pense rarement à une évolution positive pour l'emploi. En revanche, économie du partage, c'est assez positif, c'est associé à des valeurs de collaboration, de convivialité. Et donc, on se demande bien si on parle de la même chose lorsqu'on évoque tous ces termes. Je note, Olivia, qu'on parle un franglais quand on parle de cette nouvelle économie des plateformes. Oui, on parle effectivement un franglais, puisque ça se développe un peu partout dans le monde. Donc, après la terminologie, donc, voyons voir un peu ce qu'évoque l'économie des plateformes. Donc, tout le monde connaît Uber, Le Bon Coin, Deliveroo, Blablacar. Donc, s'agit-il des manifestations d'un même phénomène? Donc, au premier coup d'œil, ça se ressemble, puisqu'on a une plateforme numérique. Dans tous les cas, on a une plateforme numérique avec des gens qui ont souvent une application sur un téléphone et qui commandent un service. Et on se dit, oui, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire toutes ces plateformes organisent la mise en relation entre
des personnes qui offrent un service, des personnes qui demandent un service. Donc on pourrait voir les plateformes comme des intermédiaires. Mais lorsqu'on les définit comme ça, le problème c'est que ça peut aller très loin, parce qu'à ce moment-là, pourquoi on n'inclurait pas aussi Doctolib, Sologer.com, Homely pour réserver ses vacances, les pages jaunes finalement qui mettent en relation des gens qui cherchent des services avec des professionnels qui en offrent. On peut penser aussi aux sites de rencontres, à Pôle emploi, aux sites de financement participatif. Donc là, on voit bien, on se dit, il y a bien une plateforme, mais intuitivement, on se dit quand même qu'il y a des réalités très différentes derrière. Donc il faut impérativement y regarder d'un peu plus près. Donc, je vous propose de faire un zoom sur 3 plateformes donc, qui sont connues de tous, Uber, Blablacar, Le Bon Coin. Donc, et ça montre bien d'ailleurs que cette hétérogénéité n'est pas du tout à la périphérie du phénomène des plateformes, mais bien au cœur du phénomène. Donc, voyons voir. Uber organise des échanges marchands entre des chauffeurs professionnels et des clients. Alors que par exemple, Blablacar organise des échanges non marchands. Il s'agit uniquement d'un partage de frais. Il y a une charte sur la plateforme qui dit bien qu'on doit partager les frais et qu'on ne peut pas facturer plus cher que ce que coûte le trajet. Le Bon Coin, il y a a priori à la fois des échanges marchands ou non marchands, puisque la charte ne dit absolument rien sur les prix, la fixation des prix est totalement libre. On trouve toutes sortes de biens et de services échangés, il y a même du troc, du don, donc là c'est extrêmement hétérogène. Donc ensuite, Uber, il y a un système perfectionné de mise en relation par un algorithme. Blablacar c'est beaucoup plus simple, hein, on publie, ce sont les annonces qui sont publiées. Le Bon Coin aussi, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, pour ce qui est de la rémunération de cet intermédiaire qui est la plateforme, Uber prélève une commission sur les transactions, Blablacar prélève aussi une commission sur les transactions, mais il y a une rémunération assez indépendante liée aux recettes publicitaires par exemple. Et Le Bon Coin, la rémunération est totalement indépendante des transactions effectuées. Donc Le Bon Coin est rémunéré par des recettes publicitaires, mais aussi par des services optionnels liés à la mise en ligne de l'annonce. Donc là, c'est vraiment la mise en ligne de l'annonce qui est rémunérée. Et Uber, ensuite, pour ce qui est de l'intervention dans l'échange, on voit bien que Uber fixe les prix des courses, exige certains critères de qualité, c'est-à-dire qu'il va exiger par exemple que la voiture ait telle ou telle dimension. Il y a des équivalents d'Uber qui exigent une tenue pour les chauffeurs, ce que ne font pas du tout Blablacar et Le Bon Coin. Et Uber a aussi un système de notation qui est assez strict et qui peut déconnecter des chauffeurs si la notation n'est pas satisfaisante, ce qui n'est pas le cas de Blablacar ou du Bon Coin. Et Le Bon Coin, d'ailleurs, il n'y a pas de système de notation des vendeurs. Et donc, on voit bien que ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et ces caractéristiques différentes ont des implications bien différentes. Ça révèle des implications bien différentes dans le processus de production. C'est-à-dire que Uber est un intermédiaire actif impliqué dans la production. Il fixe les prix. Il réglemente l'accès au marché par un algorithme que l'entreprise est la seule à contrôler. Uber impose des normes de qualité à ce qu'on pourrait assimiler à une politique de gestion des ressources humaines en décidant de déconnecter tel ou tel chauffeur selon la notation obtenue. Uber propose aussi des formations. Blablacar, on pourrait dire que c'est un intermédiaire moyennement impliqué, puisqu'il se contente de publier des annonces. Les déconnexions, c'est uniquement pour des cas critiques. Les normes de qualité sont tout à fait minimales, hein, se limitent à une charte de bonne pratique. Et Le Bon Coin, lui, est un simple intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a une implication tout à fait marginale dans l'échange. Et d'ailleurs, il se rémunère non pas sur le service rendu, c'est-à-dire que Le Bon Coin, au fond, peut ne pas savoir si l'échange a été effectué.
la plateforme se contente de publier des annonces et de mettre en relation, et donc c'est ça qui est rémunéré. Et donc les enjeux, évidemment, de politique publique sont aussi très différents. Donc Uber, vu qu'il s'agit d'échanges marchands, donc on tombe dans la case du droit de la concurrence, du droit des consommateurs, mais aussi de la fiscalité. Vu qu'il s'agit de chauffeurs professionnels, on tombe aussi dans la case profession réglementée, et aussi droit du travail, protection sociale, puisque il s'agit bien pour les chauffeurs, il s'agit bien d'un travail, et souvent d'ailleurs d'un travail à plein de temps. Pour Blablacar, donc on a des échanges non marchands, donc a priori il n'y a pas d'enjeu en termes de travail, de protection sociale, de fiscalité, de concurrence. Le principal enjeu, c'est s'assurer qu'il s'agit bien de transactions non marchandes, parce que si c'était des transactions marchandes, eh bien ça tomberait sous le coup de toutes les réglementations dont je viens de parler. Et Le Bon Coin, donc c'est une plateforme qui n'est pas impliquée financièrement dans l'échange, donc il y a certes des échanges marchands qui sont réalisés grâce au Bon Coin, mais le Bon Coin n'en a pas la responsabilité, puisqu'il n'est même pas forcément informé de la conclusion de l'échange. Donc la responsabilité pour la déclaration des revenus, par exemple, va davantage relever des particuliers que de la plateforme. Et là, donc, Olivia, vous avez clairement établi une ligne de partage entre ce qui concerne l'économie du partage et les vraies plateformes qui sont marchandes sur les biens et les services. On a vraiment deux aspects du problème. Et celui qui nous concerne, ça va être celui qui crée de l'emploi, pas celui qui vise juste aux échanges. Oui. Donc justement, donc merci Emmanuel, puisque ça fait tout à fait la transition avec la slide suivante. Donc l'étude de ces trois plateformes me permet donc un peu de caractériser, donc pour mettre un peu d'ordre dans ces plateformes très différentes. Donc on pourrait dire que d'un côté on a l'économie du partage et de l'autre ce que j'appelle les plateformes de biens et services marchands. Donc pour caractériser ces deux espaces qui communiquent en partie, il ne faut pas les voir comme des segments disjoints. Donc d'un côté, comment on pourrait définir l'économie du partage? Donc l'idéal type de ce segment-là, donc ça serait qu'il y a les plateformes organisent des échanges entre pairs, par opposition au duo classique entreprise-consommateur. On a des producteurs et des consommateurs assez interchangeables, des particuliers qui se rencontrent grâce à la plateforme. Et la plateforme est assez peu impliquée dans l'échange. Elle permet surtout cette rencontre. Et il y a des valeurs de communauté, des valeurs non marchandes, des valeurs de coopération. Et de l'autre côté, on a des plateformes de biens et services marchands. Donc là, on a des échanges marchands qui sont encastrés dans une relation triangulaire. Le client, le travailleur, la plateforme. Et donc, on n'est plus dans une relation de pair à pair parce qu'au milieu, il y a la plateforme qui est réellement impliquée dans cet échange. L'implication est forte. Donc, un indice, c'est que généralement, la plateforme est rémunérée sur cet échange. Elle prend une commission sur la transaction. Elle impose des normes de qualité et elle contrôle les prestataires de services. Et si on retrouve des valeurs alternatives de partage, de coopération, c'est plutôt dans l'imaginaire, c'est plutôt une stratégie marketing qu'une réalité au niveau des échanges. Et donc voilà, on pourrait définir comme ça, on pourrait superposer à la slide précédente celle-ci. Donc l'économie du partage, donc ce qui correspondrait le mieux, ça serait le logiciel libre ou la communauté Wikipédia, mais également le covoiturage, surtout avant Blablacar. Et puis de l'autre côté, donc à l'autre extrémité, on a des plateformes de services marchands comme Uber et Deliveroo. Et puis on a aussi Airbnb, donc un peu moins parce qu'il y a plus l'idée quand même d'échanges entre pairs, il y a un peu moins de contrôle de la plateforme. Il y a toutes les plateformes aussi comme Upwork ou Amazon Mechanical Turk, qui là il s'agit plutôt de plateformes de jobbing.
Et donc, si je fais un zoom sur les plateformes de biens et services marchands, donc l'idée, en fait, c'est de se concentrer sur ces plateformes-là parce que c'est elles qui posent le plus de problèmes de réglementation pour les pouvoirs publics. Et je me suis intéressée à comment fonctionnent ces plateformes, comment on pourrait les caractériser. Et donc, je suis partie d'une comparaison fictive entre, d'un côté, la grande entreprise classique, alors je pars de l'idéal type, hein, toutes les grandes entreprises ne fonctionnent pas de la même manière, et de l'autre côté, donc l'idéal type de la plateforme de biens et services marchands. Donc, si on fait une comparaison un peu simple comme ça, donc du côté d'une grande entreprise, c'est une structure complexe avec plusieurs unités et stades de production. Il y a une organisation hiérarchique, une division verticale et horizontale du travail. Ça fonctionne avec du capital et du travail salarié, et les propriétaires de l'entreprise assument les risques liés au capital et à la production. Alors que dans la plateforme, l'activité de l'entreprise est vraiment restreinte à son noyau dur, les tâches de coordination. Et l'essentiel du processus de production est externalisé auprès d'un grand nombre de travailleurs indépendants. Un peu comme si, au lieu d'embaucher des salariés pour réaliser le travail, eh bien, on externalisait cela auprès d'une multitude d'indépendants qui assument de ce fait une grande partie des risques liés au capital et à la production. Si vous voulez, l'indépendant qui est associé à une plateforme, donc par exemple le chauffeur Uber, eh bien c'est lui qui assume les risques liés à sa voiture, qui assume aussi, qui finance ses accidents, son assurance contre les accidents du travail. S'il ne travaille pas ou que son activité ne fonctionne pas, eh bien, il a une rémunération qui va être variable. Alors que s'il est salarié, par exemple, de G7, c'est l'entreprise qui va assumer une partie bien plus importante de ces risques. Donc, comment caractériser les plateformes de biens et services marchands? Donc, ces plateformes assurent effectivement un rôle d'intermédiaire entre offreurs et demandeurs. Il y a une interface numérique, mais ça ne suffit pas de dire cela. Il faut dire aussi que elles fonctionnent comme des tiers, et ce sont des tiers actifs impliqués dans les échanges entre les offreurs et les demandeurs. Et elles ont un business model qui repose sur une externalisation poussée à l'extrême du travail, de la production et des risques associés. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a du nouveau et du moins nouveau là-dedans. Il y a finalement peut-être pas beaucoup de nouveau, puisque ce rôle d'intermédiaire qui permet de réduire les défauts d'information, il est très ancien. Les bourses, les banques, les agences immobilières, les agences pour l'emploi, les petites annonces faisaient déjà ce travail. Et idem pour ce qui est de jouer un rôle de tiers actif et d'imposer par exemple des normes de qualité. On avait déjà les marques et les franchises qui faisaient cela. Et pour ce qui est de l'externalisation, on a déjà eu un grand mouvement d'externalisation dans les années 90 qui est lié aux technologies de l'information et de la communication, qui ont considérablement modifié l'arbitrage entre faire et faire faire. Et donc on a vu se développer l'entreprise en réseau avec toute une constellation de sous-traitants. Et donc on peut se demander qu'est-ce qui est nouveau avec les plateformes. Donc finalement c'est l'intensité, la combinaison de ces caractéristiques qui est nouvelle, et aussi le changement d'échelle permis par les technologies numériques. Donc si on réinclut l'économie du partage, par exemple, on s'aperçoit que le changement d'échelle a des conséquences importantes. C'est-à-dire qu'on est passé du stop à Blablacar ou des petites annonces chez les commerçants à la plateforme Le Bon Coin. Et ça fait que d'anciennes pratiques gratuites sont désormais organisées par des startups de manière payante. Et donc ces plateformes de biens et services marchands, donc qu'est-ce qu'elles apportent et quels risques leur sont associés? Alors du côté des promesses, donc on pourrait au premier abord y voir une victoire contre les défauts d'information et les coûts de transaction et toutes les imperfections de concurrence. On pourrait se dire génial, on a enfin trouvé le moyen. C'est le commissaire-priseur de la théorie économique qui met en relation
un grand nombre d'offreurs et de demandeurs. Donc on retrouve l'atomicité du marché qu'il y a dans les livres d'économie. Donc là, on peut être assez fasciné par ça en se disant que c'est la réalité qui rejoint la fiction des économistes. Et donc grâce à ça, l'économie va être beaucoup plus performante. On peut se dire aussi que ça fournit beaucoup d'emplois pour les personnes les plus éloignées du marché du travail. Il y a à nouveau peu de barrières à l'entrée. C'est un peu la promesse d'une organisation du travail plus flexible, où on pourrait devenir tous indépendants. Très vite, on pourrait s'inscrire sur une plateforme et être indépendant. Et puis, ça fait aussi des revenus d'appoint pour tout le monde. On achète des biens, mais on se dit, bah, c'est pas grave, on va les revendre sur le bon coin dès qu'on n'en aura plus besoin. Et comme chaque médaille a son revers, oui. Cette facilitation économique à grande échelle a aussi créé des nouveaux risques sur le marché de l'emploi. Oui. Donc, pour ce qui est de la fiction des économistes qui deviendrait réalité, il faut tout à fait tempérer cette première vision qu'on pourrait avoir, puisqu'il y a des nouveaux problèmes d'information et de concurrence imparfaite qui apparaissent. C'est-à-dire que si effectivement il y a un grand nombre d'offreurs et de demandeurs sur les plateformes, entre les plateformes, en revanche, on retrouve la concurrence imparfaite, parce qu'on est sur un marché de rendement croissant. Et donc, quand une plateforme a commencé à se développer, il y a de très grosses barrières à l'entrée. Et ça crée énormément de problèmes pour les offreurs et les demandeurs qui sont des indépendants, mais qui n'ont pas forcément les moyens de mettre en concurrence les plateformes, justement, pour peser face à elles. Donc là, on retrouve de nouveaux problèmes de concurrence imparfaite. Tous les problèmes aussi liés à la notation. Au début, la notation, on se dit c'est génial. C'est une transmission d'informations sur la qualité des biens qui est extraordinaire. Sauf que on peut se dire, le premier met telle notation, si ce jour-là il était particulièrement pessimiste, peut-être qu'il va y avoir des processus d'imitation, un peu comme sur les marchés financiers. Finalement, on voulait mettre 5 étoiles, mais on voit que le premier a mis 3 étoiles, on va mettre que 3 étoiles aussi, ou ça peut révéler des jugements discriminatoires, donc c'est pas du tout, ça peut ne pas du tout permettre de contourner les défauts d'information. Ensuite, un des risques les plus importants, c'est que les salariés soient remplacés par des travailleurs indépendants qui n'ont pas du tout les facilités des indépendants traditionnels, et qui n'ont pas non plus les droits des salariés. Donc ça, c'est toute la problématique des chauffeurs Uber, des livreurs, des Deliveroo, qui sont certes des indépendants, mais en même temps, si on regarde bien, ils n'ont pas... leur capital est maigre, c'est-à-dire que quand ils ne peuvent plus travailler, leur capital leur permet assez peu de subsister. Et ils sont soumis à certains impératifs. Sont-ils vraiment libres de décider de leurs horaires de travail quand on sait que les algorithmes créent des incitations en augmentant les prix sur certains créneaux horaires qui peuvent être déconnectés par la plateforme s'ils ont une mauvaise évaluation. Donc finalement, ils ne sont pas totalement indépendants. Et ils n'ont pas les droits des salariés. C'est-à-dire que s'ils sont déconnectés par la plateforme, il n'y a pas d'indemnité de licenciement pour eux. Donc il y a ce risque-là. Et on se demande en fait si on ne revient pas à des formes de travail qui existaient déjà, qui existaient avant la révolution industrielle, qui sont des formes de travail à la tâche sans la sécurité des salariés. Et donc ça pose plusieurs questions pour les pouvoirs publics. Donc est-ce qu'il faut assimiler la déconnexion à un licenciement avec indemnité? Qui doit payer la protection sociale? Contrairement à ce qu'on entend parfois, les chauffeurs Uber, les livreurs Deliveroo ont une protection sociale. Mais le problème, c'est eux qui la financent, c'est pas la plateforme. Et en plus, elle est de moins bonne qualité. Et est-ce qu'il faut aussi garantir aux chauffeurs, par exemple, un salaire horaire minimum? Qu'en est-il du droit de grève? Voilà, tous ces points, Olivia, se cristallisent dans un dossier qui a défrayé l'actualité, celui des VTC. On a vu des conflits parfois assez violents avec les taxis, envers les autorités. C'est un peu l'apogée de votre questionnement sur l'économie des plateformes. Donc voilà, on peut faire un zoom sur les conflits autour des VTC. Donc il est intéressant parce qu'on voit que c'est un double conflit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un conflit avec les chauffeurs de taxi. Donc là, c'est l'aspect concurrence, profession réglementée.
Donc, est-ce que la concurrence est déloyale, hein? Là, c'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce que l'avantage compétitif de Uber, c'est qu'il contourne la réglementation? C'est-à-dire que Uber ne paie pas de cotisation sociale, il ne tient pas compte de toutes les contraintes liées à la réglementation de la profession de taxi. Est-ce que l'avantage compétitif vient uniquement de là, ou est-ce qu'il y a aussi des gains de productivité? Donc, il y a ce conflit-là. Et il y a aussi le conflit du travail entre Uber et ses chauffeurs. Donc là, la question, c'est est-ce que les chauffeurs Uber sont de faux indépendants et est-ce qu'il faut requalifier leur contrat en contrat de travail? Il y a eu de nombreux dossiers examinés. Donc je crois que j'ai dépassé le temps. Donc vous avez explosé les compteurs. Voilà, Olivia. je vais conclure assez vite. Sans pression, hein. Voilà, je conclue très vite. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Donc premièrement, ne pas mettre toutes les plateformes dans le même sac de la technologie numérique. C'est-à-dire il faut regarder ce que fait exactement la plateforme, comment elle intervient et est rémunérée dans le processus de production. Deuxièmement, donc, les plateformes de biens et services marchands offrent des opportunités en matière de croissance, d'emploi, mais elles présentent aussi des risques de dégradation liés à la qualité de l'emploi. Et troisièmement, les plateformes de biens et services marchands présentent des enjeux très importants pour les pouvoirs publics, réglementation de la concurrence, droits des travailleurs, protection sociale, on pourrait aussi ajouter la fiscalité. Et donc voilà, je vous remercie de votre attention et je suis désolée d'avoir été un peu longue. Non, ça valait le coup de vous écouter longuement. Merci beaucoup, Olivia. Vous avez donc tressé ce panorama de manière fine des enjeux politiques, économiques des plateformes. On va maintenant s'intéresser à ce que ça représente en termes économiques de façon chiffrée. Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est une forme d'économie qui s'est vraiment enracinée dans notre économie traditionnelle? C'est vous, Damien Babet, qui êtes donc statisticien à l'INSEE. Vous êtes inventeur de recherche, créateur de recherche. Concepteur d'enquête. Concepteur d'enquête. Pardon, qui allait nous aider à évaluer la réalité de l'emploi sur les plateformes. Qu'est-ce que ça représente? À vous de nous le dire. On a parfois l'impression que c'est l'avenir de l'emploi, et donc on s'imagine une croissance exponentielle et déjà très importante. Et c'est un peu le discours des plateformes elles-mêmes qui se donnent comme un phénomène qu'il ne faut pas essayer d'enrayer parce que de toute façon c'est l'avenir. Et je pourrais vous répondre très rapidement avec un chiffre. Mais... Ah non, mais c'est pas parce que Olivia a explosé les compteurs que vous devez abréger. Hein, vous pouvez y aller quand même. On n'a pas vraiment un chiffre unique. Donc c'est pour ça que je vais quand même prendre quelques minutes. En France, on a déjà des indices statistiques qui montrent qu'il y a un phénomène, mais on ne le mesure pas en tant que tel, c'est de manière indirecte. Donc là, par exemple, le graphique derrière moi, c'est les créations d'entreprises chaque mois, qui sont bien mesurées par l'INSEE, puisque quand vous créez une entreprise, vous devez vous inscrire auprès de l'INSEE. Donc on a des chiffres très précis. Le problème, c'est qu'une création d'entreprise, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. On ne sait pas si la personne va effectivement se mettre en activité. On ne sait pas au bout de combien de temps elle va faire faillite. Donc là, on a des secteurs qui ont beaucoup monté en 2009. C'est au moment de la mise en place du statut de l'auto-entrepreneur. Et puis on a d'autres secteurs qui ont beaucoup monté depuis 2014-2015. Vous voyez notamment la courbe tout en bas, la courbe rouge, c'est les transports. Et là, il se passe un truc bizarre, parce que les transports, c'était tout plat, et depuis quelques années, ça monte. Et on a des milliers, des 5 000, 6 000, 7 000 créations d'entreprises chaque mois dans les transports. On voit même qu'il y a peut-être 2 vagues sur cette courbe, si on plisse un peu les yeux. Et c'est peut-être une première vague de VTC, c'est Uber, hein, et puis une deuxième qui serait plutôt les coursiers, c'est Deliveroo, c'est les vélos. Mais c'est pas sûr. On ne sait pas, ces gens qui créent des entreprises, s'ils sont affiliés à une plateforme, et on ne sait pas si après ils sont très actifs. Enfin, on peut le savoir, mais c'est compliqué. Donc on essaye. Et puis il y a aussi d'autres secteurs qui montent aussi, par exemple les services aux entreprises, c'est la courbe qui est tout en haut. Sauf que là, on ne sait pas si c'est les plateformes ou pas. Il y a des plateformes, mais elles ont moins de succès qu'Uber. Alors, est-ce qu'il faut tout mettre sur le dos des plateformes? On n'est pas sûr. Il y a d'autres indices. Pardon. Donc là, 2 autres graphiques. Il y en a un, le premier, c'est sur les logements touristiques loués via une plateforme Internet. C'est Airbnb, en réalité. Et donc, vous avez des millions de nuits chaque trimestre qui sont louées via Airbnb. Ça commence à représenter un pourcentage important des locations touristiques.
Ça concurrence les hôtels, etc. C'est 8%, je crois. Et on voit que ça monte. Hein. Alors, bien sûr, ça paraît très irrégulier, c'est les saisons, tout simplement. La grande colonne que vous voyez 3 fois, c'est le 3e trimestre, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Et à côté, vous avez les immatriculations de taxis et VTC. Enfin, je dis immatriculation, mais c'est le registre. C'est des chiffres qui ont été très compliqués à réunir parce qu'il n'y a pas de registre national, il n'y en avait pas. Maintenant, ça commence à être mis en place. Et on voit que les taxis, ça reste stable. C'est 56 000, je crois. Et puis au-dessus, il y a les VTC. Et là, c'est 15 000 en 2016 et 26 000 en 2017, si je me souviens bien. Donc, relativement, c'est quand même une explosion. Ceci dit, 26 000, ce n'est pas non plus énorme dans l'emploi total, quoi. Et puis, là encore, c'est des voitures. On ne sait pas pour chaque voiture combien de personnes la conduisent. On ne sait pas s'ils sont liés à une plateforme ou pas, probablement, mais pas forcément. On ne sait pas s'ils sont salariés, parce qu'il y a des gens qui salarient des chauffeurs qui ensuite travaillent pour Uber. Donc tout ça est un peu compliqué. Alors, on pressentait un peu en écoutant Olivia qu'on était sur quelque chose d'encore assez flou à envisager. Et donc alors, comment est-ce qu'on peut mesurer cet emploi-là? Oui, parce qu'en plus, là, je dis, on a du mal à mesurer un phénomène, mais Olivia a bien montré qu'on a du mal à définir le phénomène. Donc, on voudrait savoir, enfin, moi, c'est mon sujet en tout cas, combien de personnes ont un emploi lié aux plateformes, et aux plateformes qui nous intéressent, c'est-à-dire les plateformes de biens et services marchands dont parlait Olivia, qui sont des intermédiaires actifs dans la transaction, notamment celles par qui transite le paiement, comme Uber. Alors la manière qu'on a de mesurer les emplois, c'est notamment par l'enquête emploi qui vous donne chaque trimestre le taux de chômage au sens du BIT. C'est une enquête importante, il y a 100 000 personnes, 110 000 personnes qui répondent et on leur demande s'ils travaillent. Et s'ils ont fait 1 heure de travail rémunéré la semaine précédente, ils sont en emploi. Ou bien s'ils ont un emploi mais ils étaient en vacances ou autre type de congé. Alors, on peut appliquer la même méthode. Les gens de l'enquête emploi, par exemple, on leur demande est-ce que vous travaillez pour une plateforme? Ça pourrait marcher. Le problème, c'est qu'ils ne conçoivent pas forcément ça comme du travail. Par exemple, Airbnb, quand vous louez votre appartement, il y a une zone floue. Est-ce que c'est un emploi ou pas? Vous tirez un profit de votre capital, en fait. Vous possédez un appartement. Mais dans une large mesure, ça représente quand même un travail important. Ce qu'on voit là, c'est ce que définissait Olivia comme des concepts qui ne sont pas encore passés dans la connaissance commune. Oui. Ça se ressent aussi dans la manière dont vous pouvez mener les enquêtes. Absolument. Là, on commence la session en disant il faut qu'on définisse les plateformes, parce qu'on se dit que tout le monde n'a pas la même idée en tête quand on dit plateforme. C'est pareil dans une enquête. Si on demande aux gens est-ce que vous travaillez pour une plateforme, on va avoir des gros problèmes. Donc il faut préciser la question et on ne sait pas encore exactement comment la préciser. Alors il y a eu du coup plein d'études. Et alors là, c'est catastrophique. Ah oui, parce qu'on va du simple au 20tuple. C'est multiplié par 40 quasiment. Par 40, oui, pardon. Entre la plus petite estimation et la plus grande. 40tuple. Un 40tuple. Et donc, ça va être très difficile de répondre à la question combien ils sont. Alors, bon, j'ai un peu triché dans ce graphique parce que c'est des chiffres qui sont très différents en réalité. C'est des pays différents, des années différentes. C'est des définitions de plateformes différentes et des définitions d'emploi aussi ou de travailleurs. Donc, on ne peut pas les comparer directement, mais ça fait partie du problème de définition. En réalité, ce qui est assez surprenant quand on creuse, c'est que ce n'est pas ça qui explique la plus grande partie de l'écart. Ce qui explique la plus grande partie de l'écart, c'est une différence de méthode. Toutes les estimations les plus fortes ont la même méthode, c'est des enquêtes en ligne et rémunérées, même si parfois ils ne le disent pas précisément dans leur documentation. Alors, ce n'est pas forcément un péché de faire une enquête en ligne rémunérée. C'est très utilisé pour des études marketing, pour plein d'autres choses, pour des sondages. Parfois, c'est rémunéré juste avec des bons d'achat, par exemple. Le problème, c'est que là, on est au cœur du sujet, en fait. Qui sont ces gens qui répondent à une enquête en ligne rémunérée? C'est des gens qui sont des travailleurs de plateforme. Donc, en fait, parfois, on leur demande « Vous faites quoi comme travail ?» Et on a ça comme réponse. Ils font des enquêtes en ligne rémunérées.
Donc c'est totalement endogène. On demande à des gens qui travaillent sur des plateformes s'ils travaillent sur des plateformes, et il n'y en a que 15% qui répondent oui, ce qui est surprenant. Mais bon. C'est comme si on demandait à des serpents qui se mordent la queue s'ils se mordent vraiment la queue, qu'ils n'en aient pas tous conscience. Voilà, c'est ça. Et c'est des enquêtes sérieuses. Hein. C'est des chiffres de la Commission européenne ou bien de la Banque centrale américaine, mais qui ne veulent rien dire, à mon avis. Alors, il y a d'autres enquêtes qui sont beaucoup plus intéressantes. À mon avis, celle qui est la plus intéressante, ce n'est pas celle de l'INSEE pour l'instant, c'est une enquête américaine. Donc, c'est des chiffres qu'on ne peut pas vraiment utiliser ici en France. C'est sur des comptes bancaires. Alors, le problème, les comptes bancaires, ce n'est pas tout à fait représentatif non plus, mais c'est quand même beaucoup moins biaisé qu'une enquête en ligne rémunérée. Donc là, c'est la banque Morgan Chase, qui a un institut de recherche. Ils ont pris 1 million de comptes et ils ont regardé combien recevaient des paiements importants, parce qu'il ne faut pas que ce soit des remboursements, par exemple, d'une liste de 40 plateformes. Et ils distinguent des plateformes d'emploi et des plateformes de capital. Et on voit en 2016 que c'est tout petit, mais explosif. Vous voyez la courbe. Alors là, on peut faire un exercice marrant, c'est prévoir le futur d'une courbe. Bon, en général, ce n'est pas possible. Et là, on ne peut pas savoir, est-ce que ça va continuer à exploser ou pas. Donc l'année suivante, elles refont le même exercice et elles se disent, ça y est, ça s'est arrêté. Ça plafonne. La croissance devient quand même toute petite. Si je peux me permettre, on retrouve avec ce chiffre de 0,4% à peu près les chiffres donnés dans l'étude Babet, que vous connaissez bien puisque c'est la vôtre. Oui. En fait, quand on n'est pas sur des enquêtes en ligne, on a à peu près le même ordre de grandeur. On est en dessous de 1%. Donc, c'est plutôt rassurant. L'année suivante, 2 ans plus tard, en 2008, récemment, elles reprennent sur un plus gros échantillon avec une plus grande liste de plateformes. Donc, on voit que le chiffre bouge un peu, hein, il n'est pas stabilisé, et les courbes se décalent, mais la croissance est toujours là, même si elle est plus explosive comme elle l'était au tout début. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'elle précise par secteur, et là, on voit que c'est quasiment que les transports. Donc, c'est quasiment que Uber, Lyft aux États-Unis, les coursiers. C'est une affaire sectorielle, alors qu'elles ont mis toutes les plateformes auxquelles elles pouvaient penser de tous les autres secteurs, notamment les petits travaux à domicile, le conseil en entreprise, les graphistes, etc. On a donc quelques résultats en France. Ils datent de 2017, mais ils ont été publiés pour la première fois l'année dernière. Et on avait une question, alors c'est dommage, ce n'était pas une question qui disait est-ce que vous travaillez avec une plateforme numérique? Elle disait est-ce que vous entrez en contact avec votre clientèle grâce à une plateforme numérique ou un autre intermédiaire? Et du coup, on ne peut pas tout à fait faire la distinction. Donc on a un chiffre qui va être plutôt un plafond. Mais bon, c'est une question qui a été élaborée et c'est pour ça que la question concepteur d'enquête, ça compte. C'est une question qui a été faite. Inventeur d'études, comme je vous ai affublé d'une. C'était en 2014-2015 qu'il fallait concevoir ce questionnaire. Moi, je n'y étais pas encore. Et donc, ils ont eu un petit peu le flair de se dire il faut qu'on mette quelque chose sur les plateformes, même si c'était juste glissé dans une question. Et ça a permis d'avoir un chiffre qui sort 3 ans ou 4 ans plus tard. Donc là, 200 000, 100 000. 200 000 qui disent utiliser une plateforme ou un autre intermédiaire, 100 000 qui ne disent que ça comme mode d'accès aux clients. Et on peut les décrire un petit peu. Alors, j'ai mis 34% d'entre eux sont des femmes, c'est-à-dire exactement la même proportion que les autres indépendants. Par contre, ils sont un petit peu plus jeunes, ils sont plus diplômés, plus souvent immigrés ou d'origine immigrée. Ça, on peut l'interpréter comme le fait qu'il y a un accès à l'emploi facilité pour des gens qui seraient victimes de discrimination, ou bien, tout simplement, ils sont de l'agglomération parisienne. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire aussi qu'on sait qu'on n'a pas de statistiques ethniques en France. Ça veut dire qu'on prend en compte le lieu de naissance des parents. Oui, c'est ça. Ça repose dans sur le lieu l'enquête de emploi, naissance. on pose des questions sur le lieu de naissance de l'individu et de ses parents. Et sa nationalité. Ils sont plus souvent micro-entrepreneurs. Il y a un lien, mais il n'est pas total. Et puis, ils travaillent beaucoup moins. Et ils souhaitent travailler plus, en général.
Ça, c'est quelques résultats en France. On peut espérer en avoir d'autres parce qu'il y a d'autres projets d'enquête en cours. Donc, une question plus régulière dans l'enquête emploi, du même type que celle que vous avez vue, mais cette fois-ci qui distingue les plateformes numériques et les autres intermédiaires. Mais les résultats ne seront pas tout de suite. Ce sera sur le terrain en 2021. Et donc, on aura des chiffres en 2022. Peut-être dès le trimestre, le deuxième trimestre 2021, je ne sais pas. Par contre, il y a une autre enquête en collecte. C'est justement sur ces créateurs d'entreprises qu'on a vus au tout début. On va leur demander tout simplement, est-ce que vous avez créé votre entreprise dans le but de travailler avec une plateforme numérique? Et puis, est-ce que vous travaillez avec une plateforme numérique? Et je peux m'arrêter là. Merci beaucoup. Le paysage se dessine grâce à vous deux et toujours quand même avec des grandes nappes de brouillard. Donc, c'était vraiment intéressant et stimulant. Et maintenant, on va voir avec vous, Bernard Gazier, que ces questions sur l'émiettement de l'emploi qu'on devine maintenant, ça n'est pour vous ni une chose nouvelle, ni une chose achevée, et que finalement, les questions que ça pose, l'émiettement de l'emploi, elles demeurent et elles s'accentuent. Vous êtes un spécialiste de la reconversion du travail. Comment est-ce que ça s'inscrit dans vos recherches, cette question des plateformes et du travail via les plateformes? Oui, je voudrais partir du constat précédent. 200 000. C'est pas rien. Mais quand même, c'est pas beaucoup, hein. On parle de quelque chose qui est quand même tout petit, même si c'est dynamique, même si c'est en croissance. Et donc, finalement, on peut se demander si, au-delà de cet effectif tout à fait modeste, il y a quelque chose de plus général qui se passe, qui expliquerait l'intérêt qu'on porte à ces plateformes. Parce qu'après tout, il y a d'autres formes d'emploi fragmentés qui existaient depuis très longtemps. Pourquoi est-ce que celles-là retiennent autant l'attention? C'est ça, finalement, le point de départ. Alors, pour avancer là-dedans, je vous propose une réflexion en deux temps. En un premier temps, je voudrais vous montrer que ça met en jeu la protection de l'emploi et les représentations qu'on en a et la sécurité de l'emploi. Ça fait tout bouger. Et c'est pour ça qu'en un premier temps, on s'y intéresse beaucoup. Voilà. Et puis, en un deuxième temps, j'essaierai de vous montrer quelques-unes des réactions de la société qui sont soit déjà existantes, soit qui sont possibles face au phénomène. Voilà les deux points. Alors, on va commencer donc par ce premier point qui donc bouscule l'opposition entre salariés et indépendants. Alors, opposition qui n'est pas si ancienne que ça. Au XIXe siècle, il y avait beaucoup plus d'indépendants que de salariés. Il y avait 30%, 20% de salariés, et tous les autres, c'était des paysans, des artisans, qui étaient des indépendants. Et donc, la structuration qui est mise en cause est une structuration, en fait, qui n'est pas du tout éternelle, et qui, finalement, est celle qui domine, mais qui, aujourd'hui, est attaquée. Alors, elle est attaquée, on a déjà vu le bon côté, oui, mais les gens peuvent faire plusieurs choses, etc. On a vu le mauvais côté, je n'y insiste pas, et je voudrais simplement signaler que là où ça devient difficile, c'est effectivement ce que l'on appelle les faux indépendants. Alors, les faux indépendants, c'est en fait des gens qui sont formellement indépendants, mais qui en fait dépendent d'un donneur d'ordre, de quelqu'un qui leur prescrit leurs tâches, leur dit combien ils seront payés, qui vont valider ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, bref, qui se comportent comme des patrons. Voilà. Alors, se comportent comme des patrons vis-à-vis de personnes qui sont indépendantes. Donc là, on est bien sur un terrain qui devient plus difficile, et c'est ce que je voudrais donc mettre en évidence rapidement. Alors, une remarque avant d'y passer, je vois les choses depuis le côté des indépendants. Donc, il y a des indépendants dépendants. Et maintenant, si vous prenez les choses du côté du salariat, là aussi, il y a quelque chose qui va se compliquer, parce que dans le salariat, il va y avoir des gens qui vont être plus ou moins indépendants, et il va y avoir une situation qui n'est pas du tout, d'un côté, quelque chose d'instable qu'il faut assumer, et de l'autre, quelque chose de très stable, qui serait la sécurité définitive. Pas du tout. Vous nous proposez 50 nuances d'emploi. Voilà. Mais je vais vous donner juste un chiffre qui est très intéressant du point de vue des CDI. Les CDI en France, c'est 85% des emplois. Et oui, le reste, c'est la rotation, les gens qui sont dans les petits boulots, etc. Mais 85% des emplois sont des CDI. Mais chaque année, on va conclure des CDI nouveaux. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. Bon. Eh bien, un tiers des CDI nouveaux conclus dans l'année sont rompus dans l'année.
ça veut dire que c'est des CDI qui ne satisfont pas les gens. Et ils sont très souvent rompus à l'initiative des gens. Imaginez, vous avez un CDI de caissière avec des horaires qui sont le vendredi soir, le mercredi matin, etc. On ne vous prévient même pas quand il y a un changement de rythme, etc. Bon, ben, vous êtes en CDI, vous partez, si vous pouvez. Donc on voit apparaître ici le fait que le CDI n'est pas non plus la protection. Donc vous voyez, le thème général, c'est la fragmentation, le fait qu'on va avoir des petites miettes d'emploi et il faut essayer de les gérer. Je termine sur ces enjeux en disant qu'il y a d'énormes enjeux en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, parce que très souvent, ces miettes d'emploi, ce sont les femmes qui les occupent, et il y a donc un enjeu majeur d'égalité ici. Alors, j'en viens à un diagramme pour lequel je vais me lever, parce que c'est un diagramme qui est dû à un rapport qui a été fait avec l'INSEE, et donc nous sommes bien dans une session INSEE, et oui, ça fait rien, je vais m'en sortir comme ça va aller. Et c'est donc un diagramme qui va vous dire, les plateformes sont là. Et puis tout autour, regardez tout ce qu'il y a. Alors, comment c'est construit? C'est construit de la manière suivante. Vous avez ici l'opposition salarié-indépendant. Alors déjà, elle est nuancée, l'indépendant est là, le salarié est là. Vous allez avoir des salariés non dépendants. C'est le cas, par exemple, des dirigeants salariés. Hein, vous voyez. Bon. Et puis, vous allez avoir les indépendants dépendants, hein, ceux dont je viens de parler. Bref, ça, c'est une première chose. Et alors, la deuxième chose qui apparaît, qui va vous montrer que c'est un phénomène beaucoup plus général, eh bien, c'est tout ce qui se passe ici avec ce que l'on appelle les tiers. Alors, c'est ce qu'on appelle la tercéisation de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a l'utilisateur du travail, le prestataire de travail, celui ou celle qui fait le travail, et entre les deux, quelqu'un. Bon, c'est le fameux tiers. Alors, dans la plateforme, c'est un tiers actif, c'est d'ailleurs un tiers en service, hein, tel que c'est donné ici. Mais finalement, quelle est la figure la plus simple du tiers? Hein, elle est là, regardez, c'est l'intérim. L'intérim, c'est, voilà, je mets à disposition des salariés, je suis une entreprise intérimaire, une autre entreprise va utiliser mon salarié pendant un moment, et puis ensuite je le reprends. Hein, voilà. Et donc, vous avez cette possibilité-là, puis vous avez toutes les autres. Alors, je ne vais pas être très détaillé, je vous donne juste quelques éléments pour vous montrer qu'en fait, c'est une galaxie. Hein. Il y a beaucoup d'éléments différents. Regardez, vous avez d'abord ici le tiers non payeur. Alors, le tiers qui ne paye pas, ça, c'est par exemple l'université qui met à disposition un stagiaire dans une entreprise, bon, ou un organisme de formation qui met un stagiaire. Alors ici, on ne voit que les stages rémunérés parce qu'on est dans l'emploi. Donc le stage gratuit, ce n'est pas de l'emploi, il faut que ce soit un peu rémunéré, sinon ce n'est pas considéré comme de l'emploi. Bien, donc vous avez, et les stagiaires, on ne sait même pas combien il y en a, hein, voyez. Alors ça, c'est les chiffres. Estimation de 2016, vous avez vu que celui-là a été maintenant multiplié par 4. Hein. On est passé à 200 000 avec Damien. Enfin bon, on peut discuter. En tout cas, ce sont des chiffres avec point d'interrogation. Et à l'époque, c'était considéré, donc c'est les chiffres de 2015-2014, puisqu'on est en 2016. Bon, je crois que l'un dans l'autre, ça explique un peu la croissance que l'on observe aujourd'hui. Toujours est-il que le reste se révèle, ancien, et 2, avec des gros effectifs. Regardez, si vous additionnez toutes les cases qui sont jaunes, là, vous obtenez 2 millions, quelque chose comme ça, vous voyez, c'est des milliers, hein, 400 000, 500 000, 50 000, bon, donc vous obtenez 2 millions, et même 3 millions à peu près. Bon, eh bien, regardez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Les apprentis, il y a la sous-traitance en régie. Alors, exemple typique, les personnes qui font le ménage à Beaubourg, dans un musée, eh bien, c'est de la sous-traitance, mais sous-traitance avec travail sur place. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit qu'on va donner à une entreprise, on fait la prestation sur place. Et on s'en est très bien rendu compte le jour où il y a eu une grève des femmes de ménage de Beaubourg. Elles ont bloqué Beaubourg, et bien ça a très bien marché la grève. Hein. Bon, parce que, évidemment, elles avaient un levier extrêmement efficace. Donc vous avez ça, vous avez alors les groupements d'employeurs, le portage salarial, vous avez, bref, toute une série de choses ici. Les organismes de service à la personne, hein, OSP, je m'excuse de ces initiales qui sont là parce que le tableau est concentré. Bref, tout ça pour dire que c'est un phénomène multiple, avec des tiers qui sont dans des positions compliquées. Alors vous remarquerez les statisticiens INSEE qui vous disent « relation ambiguë ». Hein, ça, c'est joli, ça. Et quand ils ne savent pas... On parle bien d'emploi, Bernard. Hein. Voilà. Bon, alors, il y en a d'autres qui ne sont pas ambigus, mais donc, voyez comment le travail des statistiques se fait comme ça. Et alors, je vous fais remarquer une dernière chose avant de quitter cette grille, c'est qu'il y a des cases blanches. Bah, peut-être qu'un jour, elles seront remplies. Hein. Un petit peu comme on découvre des éléments avec la table de Mendeleïev, peut-être qu'un jour, on dira, là, il y a quelqu'un. Bon. Et donc, en fait, on peut envisager une sorte de combinatoire.
Et ceci définit la complexité. Vous voyez, la plateforme, c'est la partie émergée et actuellement visible d'un iceberg qui est beaucoup plus gros. Alors, si on peut passer à la diapo suivante, que j'accélère un peu. On va aller encore un peu plus loin dans l'élargissement. Non seulement il y a ces tiers, mais en plus, il y a des dispositions qui, de pays en pays, ne sont pas les mêmes, mais remplissent les mêmes fonctions et qui sont des fonctions de fragmentation de l'emploi. Alors, je vous en donne quelques exemples. Il y a le célèbre contrat 0 heure, que vous connaissez sans doute. C'est un contrat de travail qui dit « J'aurai peut-être du boulot pour vous, mais ça, je ne sais pas. En revanche, je peux vous dire que ce serait ça qui est à faire et ce serait payé tant. Et puis, on se téléphone et on verra si vous êtes disponible. » C'est ça, le contrat 0 heure. Alors, c'est illégal en France. C'est illégal parce que tout contrat de travail doit prévoir la quantité de travail en France. Voilà. Si on traduit, ça veut dire garder quelqu'un sous le coude. Voilà, absolument. Et alors ça, c'est parfaitement légal au Royaume-Uni, où il y a plus d'1,4 million de personnes qui sont dans ces contrats, aux Pays-Bas, qui pourtant est un pays un peu social-démocrate et pacifique, qui n'est pas le pays western. Donc, vous voyez, ça peut se trouver avec des modalités très, très différentes selon les pays. Et ce contrat 0 heure, il nous choque. Mais quand même, regardez ce que nous avons en France. Nous avons des CDD dont certains sont renouvelés de jour en jour. Vous avez un CDD un jour, et puis le soir, on vous dit « finalement, on a besoin de vous pour le lendemain ». C'est plein de gens qui sont là-dedans. C'est ce qu'on appelle un équivalent fonctionnel. Vous voyez, la fragmentation de l'emploi, eh bien, on la voit dans ces dispositifs. Alors, je signale un dernier point qui est important, c'est ce que l'on pourrait appeler, et là, c'est la crise du CDI lui-même, c'est un renouveau de la question de la subordination. La question de la subordination, c'est je fais ce qu'on me demande dans un cadre précis, ni plus ni moins, j'ai accepté d'être sous vos ordres pour travailler, et c'est cadré. Imaginez, vous avez un téléphone portable et vous devez répondre tout le temps, y compris le soir, y compris éventuellement la nuit, y compris... Bon, attendez, là, vous êtes où, là? C'est pas de la subordination, ça. Ça porte un autre nom, c'est ce qu'on appelle l'allégeance, c'est un terme moyenâgeux. C'est la dépendance du vassal vis-à-vis de son suzerain. Je suis prêt, sire, à venir à vous dans la campagne si vous vous êtes fâché avec votre voisin. Et donc, l'allégeance... c'est la dépendance. Alors aujourd'hui, on en est très fiers. Je suis joignable en permanence, etc., réactif, etc. Oui, mais attendez, ce n'est pas la subordination, c'est l'intrusion dans la vie personnelle. C'est une forme de dépendance très particulière et ça vient miner toutes les relations salariales. Et alors, on les trouve aussi bien du côté des indépendants que du côté du salariat. Et si on met sur la table la notion d'asservissement, comment est-ce que vous la détachez de cette notion d'allégeance? Alors, l'asservissement, quand même, là, le terme est un peu trop fort. L'asservissement, c'est l'esclavage, quoi. Bon, le serf, l'esclave, là, on est un peu au-delà de ça. Mais malgré tout, la dépendance qu'il y a vis-à-vis du téléphone portable, ou donc de toutes les formes automatiques de contrôle, parce que regardez dans les plateformes, on sait exactement qui a fait quoi à quel moment. Uber sait où sont ses chauffeurs à tel ou tel moment, si le client a été content, pas content, etc. Donc vous voyez, la masse de contrôle qui se met là, et qui est un contrôle instantané, avec des sanctions, comme on l'a dit, immédiates. On peut disqualifier un chauffeur Uber parce que un client s'est plaint, il n'a pas été poli, ou bien il a pris trop de délai pour faire telle ou telle course. Donc on voit apparaître ici quelque chose qui est très, très dangereux. Alors, comment on se protège contre ça? J'y vais rapidement. Ma première diapo là, est très, très brève, parce que finalement, elle résume des choses qu'on a déjà vues. Regardez. Connaissance lacunaire, oui, on progresse, mais on sait toujours pas bien. Et pour cause, c'est des miettes. Mais dites donc, mesurer les miettes, c'est compliqué. Quand vous avez un grand emploi bien stable, mensualisé, taf, bon, là, vous les comptez, vous les avez. Bon. Là, vous avez des miettes, donc il faut voir la volatilité, il faut voir ceux qui en font un tout petit peu, ceux qui en font beaucoup, ceux qui en font de temps en temps, ceux qui en font régulièrement, etc. Donc, vous voyez, connaissance lacunaire. En revanche, traçabilité. Ben oui, les plateformes, elles enregistrent ce qu'elles font. Et donc, alors elles peuvent ensuite le détruire éventuellement, mais en fait, tout se sait sur les plateformes. Donc, en fait, là, il y a un côté très amusant, c'est qu'en fait, on peut tout à fait voir ce qui s'est passé. Il suffit de le leur demander, de les obliger à donner l'info. Ça veut dire que le travail au noir, l'économie informelle... C'est une machine à blanchir le travail au noir, parce qu'il y a un moment, on va dire, écoutez, c'est évident. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe aussi, simplement, il faut le dire, avec un peu d'humour noir, lorsque les terroristes, candidement, s'échangent par téléphone, t'es où, il faut aller là, t'as posé ta bombe. Oui, voilà, on trouve des conversations, et après, finalement, on sait beaucoup de choses. C'est un univers très, très informé. Alors, un point qu'on a commencé à voir, les seuils pour les prélèvements. Reprenez Airbnb. Si vous avez des gens qui mettent à disposition de vacanciers
un logement. Prenez les Jeux Olympiques de Paris. Oh, oh, ça, il va y avoir un joli marché, là. Là, tous les Parisiens qui vont dire « Mais je vais partir en vacances, puis je vais laisser les Américains venir chez moi, puis ils vont me payer très cher mon appartement. » Bon, donc on va voir apparaître ce genre de choses. Mais là, c'est une question de seuil. C'est-à-dire, si vous en faites un petit peu, ok, vous l'avez fait comme ça. En revanche, si vous avez plusieurs appartements, que vous passez votre temps à les entretenir, à les ripolliner, à les repeindre, à investir, à avoir un petit dispositif pour mettre les clés, etc., alors là, ça devient une activité professionnelle. Donc, vous voyez, là, c'est une question de seuil. Hein. Il y a un seuil où ça peut être toléré, on dit, OK, on ne voit pas, etc. Et il y a un seuil à partir duquel il faudra y arriver et peut-être déclencher les droits sociaux. Et puis, dernier point, donc là aussi, toujours sur ces interrogations, c'est les miettes d'emploi. Mais si certaines personnes en vivent bien, ben mon Dieu, tant mieux pour elles. Après tout, elles ont une forme d'emploi instable, elles sont compétentes, elles se débrouillent. Bon, voilà. Donc, vous voyez, ça pose la question, quelle est la norme acceptable d'argent sur une année pour vivre, hein. C'est ça un petit peu ce qui apparaît. Alors, rapidement, pour terminer, parce que finalement je suis en retard, je m'en excuse, j'ai une diapo sur les formes de représentation des salariés. Des indépendants, pas les salariés, justement, des indépendants. Ben, il y a des indépendants qui peuvent être syndiqués, prenez les pigistes, des gens comme ça. Bon, il y a des syndicats, il y a d'ailleurs des mouvements, il y a un mouvement qui s'appelle Pigistes pas pigeons, bon, qui est un mouvement tout à fait tonique, hein, voilà. Et donc, vous avez ce genre de possibilités. Vous avez les quasi-syndicats. Alors là, ce sont en fait des plateformes activistes qui font des campagnes de presse, hein. Alors là, il y a un petit groupe de militants et les autres... les travailleurs bénéficiaires adhèrent, mais n'adhèrent pas avec le même statut que celui de syndiqués. Et puis vous avez les coopératives. Alors les coopératives, c'est un côté non marchand que l'on voyait dans la diapo que j'ai rapidement exploré tout à l'heure, hein, les coopératives d'emploi et d'activité, etc., le portage salarial. Bref, vous avez des dispositifs qui permettent de protéger les salariés. Alors j'en viens à mes deux dernières diapos pour qu'il y ait un peu de temps pour le débat. Je suis un peu confus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, le grand débat, il est donné donc dans les deux solutions polaires que vous avez là. D'un côté, libéraliser, universaliser, et de l'autre, restaurer le salariat traditionnel. Alors, grand débat sur lequel je voudrais être un peu nuancé, je ne voudrais pas le caricaturer. D'un côté, c'est, OK, il y a ces miettes, on va donner un revenu universel à tout le monde, avec un filet de sécurité, et puis vous vous débrouillez. Donc, vous voyez, en gros, j'ai caricature, c'est un peu ça. Et puis, auto-organisez-vous, faites des syndicats, des quasi-syndicats, etc. Bon, voilà. Donc, premier élément, celui-là. Et puis, deuxième élément, de dire, mais attendez, tout ça, c'est des miettes, mais ça profite à des gens qui, en fait, sont des employeurs. Et donc, il faut requalifier. Alors, c'est ce qui se fait avec Uber, en particulier. En Californie, ça s'est fait. Hein, requalification d'Uber en salariat. On a dit, mais écoutez, non, non, vous êtes des salariés, etc. Alors, mon idée, elle est simple. C'est que ce sont deux parties de la solution. Deux parties, mais deux parties pas suffisantes. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, le filet, plus l'individualisation, et puis organisez-vous. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne suffit pas. Et puis de l'autre côté, la requalification, ben on voit très bien que ça peut marcher pour certaines catégories, pas pour d'autres. Il y a plein d'indépendants qui sont très contents d'être indépendants et qui ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont salariés, qui disent mais pas du tout, je suis indépendant, je n'ai pas besoin de vous, etc. Donc, vous voyez que vous allez avoir un jeu là-dessus. Alors ça me conduit à ma dernière diapo, qui est quelque chose qui reprend ce que nous avons vu au début et qui vous dit, voilà, il y a une grammaire qui est en train de s'élaborer et dans cette grammaire, il y a les anciens mots et il y a les nouveaux mots, les nouvelles expressions. Regardez les anciens mots. Salariat traditionnel, subordination, plus droit du travail, plus salaire minimum, plus assurance sociale. Ah, là on est chez nous. Hein. Ça, c'est le Fordisme. Clac. Bon, vous avez ça. Et alors, à ce moment-là, on dit, complément, bah, pour les indépendants, le patrimoine. Quelle est la sécurité de l'indépendant ? Son patrimoine. Ça ne suffit pas à permettre à la paysannerie de survivre. Hein. Mais le patrimoine, c'est la sécurité de l'indépendant. Je possède mon exploitation, ma ferme, j'ai un capital, etc. C'était ça, traditionnellement, l'indépendant, la protection de l'indépendant. Donc, vous avez ça, des qualifications reconnues, donc des revenus minima catégoriels, alors pas universels comme on l'envisageait tout à l'heure, mais par catégorie, ben vous avez le RSA, le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé, etc. Vous voyez, c'est catégoriel. Hein, vous avez ça. Et puis vous avez aussi des politiques de plein emploi. Et puis la famille, alors ça c'est le côté un peu rétro. Hein, alors là c'est vraiment daté. Hein, les ayants droit, hein, c'est-à-dire que le chef de famille, un homme, étendrait en quelque sorte sa protection, le bénéfice de sa protection à son épouse et à ses enfants, et l'épouse n'est pas censée travailler. C'était ça, la mécanique, hein, de 1945, si je puis dire. Donc vous voyez, là on est chez nous,
mais c'est quand même une vieille maison qui est quand même pas totalement glamour. Hein. Et donc, est-ce qu'on peut trouver autre chose? Alors, je vous donne la grammaire vers laquelle on va. Donc, droits de tirage sociaux et statut de l'actif. Un même statut pour tous les travailleurs qui sont indépendants, qui soient salariés, etc., qui permettent d'accumuler des droits, et notamment des droits à retraite, au lieu de cotiser dans une caisse d'un côté, dans une caisse de l'autre. Puis ensuite, on vous dit, dites donc, ça ne fait pas beaucoup dans chaque caisse. Et donc, on obtient à ce moment-là des toutes petites retraites. Non, là, il y a l'idée d'unifier tout ça. Les droits de tirage sociaux, c'est l'idée que vous avez droit à tant d'années de formation, tant d'années de congé parental, etc., au cours de votre vie. Donc, c'est ça l'idée des droits de tirage sociaux. Alors, les tiers, on en a un peu parlé. Il faut que les tiers soient structurants et accompagnants. Attention, tous les tiers ne sont pas sympas. Hein. Il y a des tiers exploiteurs, il y a des tiers inefficients, tout ça, ça existe. Et en fait, une grande partie de ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est apprendre à distinguer parmi les tiers ceux qui sont bien, ceux qui sont utiles, ceux qui sont socialement souhaitables, et puis ceux qui ne le sont pas. Hein. Il y a donc une sorte de tri des tiers qui est commencé. Socle de revenus et d'accès à des services de base, et je termine. Alors là, un petit peu une formule qui est un peu un jeu de mots, mais à laquelle je tiens beaucoup. Équiper les gens pour le marché. Ça veut dire les former et les informer. Et puis, renversons, équiper le marché pour les gens. Ça veut dire donner les opportunités, les institutions, les possibilités de mobilité protégée, etc., qui permettent au marché de fonctionner. Vous voyez, on renverse les choses et on socialise le marché pour le réencastrer, hein, pour prendre le terme de Karl Polanyi. Enfin, deux derniers éléments, je termine là-dessus. Les critères, c'est forcément qualité du travail et de l'emploi. Alors qu'avant, c'était quelque chose qui n'apparaissait pas vraiment. On disait, OK, vous êtes salarié, bon, maintenant, protestez si ça ne va pas, mais voilà. Maintenant, on mesure tout. On mesure, est-ce que votre emploi donne lieu à formation? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous avez la possibilité de vous exprimer? Est-ce que, vous voyez, tous ces éléments, est-ce que vous êtes autonome? Est-ce que vous avez le droit de parler à votre collègue de travail? Tout ça est mesuré, qualité du travail et de l'emploi, et donc, c'est les critères vers lesquels on va. Enfin, fin de la grammaire, partage dynamique du travail tout au long de la vie. Là, j'en viens à quelque chose qui est plus utopiste et qui, en France, n'a pas beaucoup plu, hein, à cause des 35 heures. Mais finalement, si vous avez de plus en plus de périodes de formation, de plus en plus de périodes parentales, etc., pourquoi est-ce qu'on ne va pas négocier un peu sur tout ça? Eh bien, ça serait une sorte de banque du temps. Et donc là, on arrive vers l'utopie. Merci Olivia, merci Damien, merci Bernard. Vous avez été parfaits. On a commencé avec une typologie du secteur. On en arrive avec une grammaire à l'usage du secteur. C'était absolument fantastique. Je crois simplement que nous avons totalement mangé le temps qui nous était imparti. Et on m'a fait signe qu'il n'y aurait malheureusement pas de questions, puisque je pense qu'il y a peut-être une conférence après. Hélas. Peut-être nos intervenants sont disponibles pour les questions. On peut se parler. Voilà. Merci à tous de votre attention.